Qu'il s'agisse d'aménager une terrasse, une allée ou un sentier de jardin, le principe est à chaque fois le même. Dans cette émission, nous survolons toutes les étapes. Aménager votre sentier de jardin ou votre terrasse commence toujours par jalonner vos dimensions. Maintenant, nous allons limiter le terrain. Quand vous plantez vos piquets, prenez les mesures exactes que vous avez besoin et rajoutez-y 20 à 30 cm d'espace pour pouvoir travailler plus proprement après. Avec un niveau sur une longue latte, il reporte ensuite la hauteur de l'allée initiale sur les piquets. Avec un bout de ruban adhésif, il marque clairement la hauteur. Si la distance est trop longue pour une longue latte, vous pouvez utiliser un niveau à eau. En raison des propriétés physiques, l'eau dans le tuyau se nivellera automatiquement aux deux extrémités. Placez le tuyau d'un côté de telle manière que l'eau coïncide avec la hauteur de l'allée. Tenez l'autre partie contre votre piquet et marquez juste où l'eau arrive. Vous pouvez à présent tendre un cours d'eau qui indiquera jusqu'où et à quelle profondeur creuser. Lorsque vous creusez un seul plan, vous pouvez tendre votre corde à la hauteur du sol. Je tends ensuite une corde de maçon d'un petit poteau à l'autre. Il faut bien la tendre, sinon la corde n'est pas bien droite et quand je place mon pavé le long de la corde, il y aura aussi un trou dans mon allée de pavé. Ce n'est pas encore suffisant, alors je tends encore davantage la corde. Encore un peu. Maintenant, je pourrais bien fixer la corde et la couper. Mais c'est bien plus simple de fixer la partie lâche sous la partie qui est tendue. De cette manière, la corde se tend d'elle-même. Après avoir jalonné votre terrasse, les travaux d'excavation peuvent débuter. Celui réalisant des travaux comme ceux-ci a intérêt à tout bien planifier à l'avance. Déterminer de quoi vous aurez besoin et quand vous en aurez besoin. Pour les plus gros projets, vous pouvez aussi louer un conteneur et une grue. Pour évacuer tous les déchets, j'ai loué un conteneur. Pour calculer le volume du conteneur, vous mesurez l'allée en mètres. Ici, elle fait 4 mètres sur 5. Puis vous multipliez par l'épaisseur, à nouveau en mètres. Ici, j'ai 1,5 mètre. Il me faut donc un conteneur de 10 mètres cubes. Le conteneur se trouve ici sur un terrain privé. Mais si vous voulez le placer sur la voie publique, vous devez demander une autorisation auprès de la commune ou de la police. Sur quelle profondeur dois-je creuser? Ici, notre terrasse viendra environ 6 cm au-dessus du niveau du sol, soit l'épaisseur du pavé. Et il y aura un lit de stabilisation d'environ 15 cm d'épaisseur. Je ne dois creuser que l'épaisseur du lit de stabilisation. Si vous voulez placer votre terrasse un peu plus profondément, vous creusez évidemment un peu plus profondément. La profondeur d'une terrasse est donc déterminée par la hauteur de votre revêtement de sol et la hauteur de la fondation. Celle-ci doit être de 15 cm au minimum. En fonction de la fondation que vous choisissez, une couche de pose, donc une couche de sable stabilisé, peut être intercalée ici. Dans le cas d'une lourde sollicitation ou d'un support instable, il vaut mieux placer d'abord une sous-fondation drainante de 15 cm d'épaisseur au minimum. Lorsque vous déterminez la hauteur, vous devez toujours veiller à vous trouver en dessous de la barrière d'étanchéité de votre habitation. Elle se reconnaît au joint vertical ouvert. Il se trouvera juste au-dessus de votre barrière d'étanchéité. Vous devez également tenir compte d'une évacuation correcte de l'eau. C'est pourquoi nous prévoyons dans l'allée une inclinaison de 1 à 2 cm par mètre vers la rue. Le degré de pente n'est pas le seul aspect important. Lors de la construction de votre terrasse, réfléchissez bien à l'écoulement. C'est ainsi qu'une rigole d'écoulement peut être nécessaire. Lors des travaux d'excavation, vous devez du reste également faire attention à ne pas toucher les conduites sous-jacentes. Ici, nous creusons avec une pelle. Mais si vous utilisez une excavatrice, faites toujours bien attention à ce jet jaune. Il indique qu'une conduite de gaz passe ici. Entre-temps, elle est déjà à nu. Avec la pelle, on ne risque guère de passer à travers. Mais si on travaille avec une excavatrice, il faut faire bien attention à ne pas endommager la conduite de gaz. Dans la plupart des cas, vous aurez besoin d'une bordure basse sur le bord de votre terrasse. Une bordure basse évite que votre recouvrement de dalles s'affaisse à terme, et ceci est surtout important sur des variantes plus grandes telles que les clinkers et les pavés. Vous avez différents choix pour les bordures basses comme la pierre naturelle, le béton, le métal, ou vous pouvez aussi la réaliser vous-même en béton. Dans la plupart des cas, vous placez la bordure basse avant de commencer la fondation, mais cela n'est pas toujours possible, par exemple quand vous coulez vous-même la bordure basse.
je vais couler un bord en béton. Pour cela, je dois d'abord placer un coffrage. Et celui-ci, je le place à environ 1 cm ou 1/2 cm plus bas que la partie supérieure du pavé, afin que jamais il ne puisse y avoir de l'eau qui y stagne. La bordure, je la coule à environ 7 cm de largeur, donc j'ai scié des blocs de 7 cm. Et derrière la planche de coffrage, je place un petit poteau. Je visse les deux ensemble. Avant de verser le béton dans le coffrage, je vais d'abord l'humidifier afin d'éviter que l'eau qui se trouve dans le béton soit directement absorbée par le coffrage qui est très sec. On peut aussi enlever les petits blocs. Je remplis le coffrage à moitié avec le béton. J'ajoute une armature métallique et j'ai aussi disposé une planche pour protéger ma nouvelle allée en pavé. Je tasse un peu la première couche afin que le béton s'enfonce bien profondément et pour qu'il ait toujours la même hauteur. Ensuite, je peux y déposer mon armature métallique. Pour sa solidité, ce bord en béton est encore renforcé par une armature métallique. Le béton est solide, mais quand même cassable. C'est pour cette raison que je mets du métal à l'intérieur. Le problème est ainsi résolu. Et maintenant, je remplis jusqu'au bord supérieur du coffrage. Après environ 24 heures, le coffrage peut être retiré. N'attendez pas trop longtemps non plus parce que sinon, le coffrage collera trop fort au béton et vous aurez du mal à le retirer. Lorsque le coffrage est enlevé, vous pouvez à nouveau remettre convenablement les terres le long de l'allée et de préférence un peu plus bas que la bordure en béton. Après avoir creusé votre support à la bonne profondeur et placé éventuellement une bordure basse, vous pouvez placer les fondations. Sur un sol instable ou dans le cas d'une lourde sollicitation, comme sur une allée, vous commencez par placer une sous-fondation. Vous évitez ainsi que votre terrasse ou allée s'affaisse. La hauteur de cette sous-fondation dépend de la sollicitation, mais doit avoir au minimum 15 cm. Vous pouvez la poser en différents matériaux comme des pierres concassées, des bricaillons ou du sable. L'important est qu'elle soit bien drainante et bien damée. En dessous et au-dessus de la sous-fondation, on peut également placer une toile anti-racine. Lors de la commande de la pierre concassée, vous devez déterminer le nombre de mètres cubes dont vous avez besoin. Pour cela, vous multipliez la longueur par la largeur par la hauteur de votre fondation, tout en mètres. Dans notre cas, la hauteur est donc de 0,15 mètres. Ici aussi, la grue est bien utile. Nous posons ainsi la première couche de gravat. Ensuite, nous remblailerons la sous-fondation à la main jusqu'à arriver à environ une hauteur de 15 cm. De placer le stabilisé de fondation. Celui-ci, nous allons encore le damer avec une dameuse. La plaque vibrante fera en sorte que votre sous-fondation soit encore plus stable et plus solide. Elle formera aussi un lit plat pour poser les pavés. L'étape suivante est la fondation. Celle-ci garantit aussi la stabilité du support. La hauteur de cette couche dépend à nouveau de votre sollicitation, mais s'élève à minimum 15 cm. Généralement, la fondation est constituée de sable stabilisé parce que celui-ci est stable, bien drainant et aisément déposé. Le sable stabilisé est simplement un mélange de sable et de ciment. Pour le préparer vous-même, vous mélangez 7 parts identiques de sable et une part de ciment. Les parts identiques sont par exemple des seaux. Vous pouvez aussi acheter un produit prêt à l'emploi. Il vous suffit alors d'ajouter de l'eau et de bien mélanger. Je peux faire le mélange dans une toupie à béton, mais je peux aussi le faire avec une pelle. Il est aussi important de toujours commencer avec l'eau. Donc, c'est ce que je vais aussi faire ici, mais j'utilise un mélange prêt à l'emploi. Donc ici, je ne dois qu'ajouter de l'eau. Dans ce cas, vous ajoutez 2 litres d'eau pour un sac complet.
Pour tout bien mélanger, je place la toupie à béton aussi près que possible, sans bien sûr que le stabilisé n'en tombe. Lorsque le stabilisé est prêt, on doit pouvoir le tenir en main. Donc l'ensemble doit être bien collant. S'il ne tient pas ensemble, c'est qu'il manque d'eau. La première couche est à présent en place. Nous allons maintenant la tasser, c'est-à-dire la damer avec une plaque vibrante. Vous pouvez louer une telle machine pour de grandes surfaces. Pour une petite surface, vous pouvez aussi utiliser un dameur à main ou simplement tasser la première couche avec vos pieds. En vue d'une stabilité accrue, vous pouvez placer des treillis d'armature entre deux couches. Laissez ceux-ci se recouvrir quelque peu. Au-dessus des treillis d'armature vient à nouveau une couche de stabilisé. Et comme vous le voyez, le soleil brille. Il fait beau. Pour que mon stabilisé puisse être travaillé suffisamment longtemps, j'ai donc demandé à la centrale de béton de rajouter un ralentisseur. La deuxième couche de stabilisé doit environ arriver jusqu'au-dessus de la bordure. Il me faut encore de la place pour placer le pavé, mais cette couche sera à nouveau damée avec la plaque vibrante. Elle descendra donc encore un peu et l'excédent de stabilisé sera alors raclé. Pour déterminer la hauteur là dans le coin, je vais utiliser un niveau à eau. Ici, j'ai donc un point de référence de la bordure. Mais à l'arrière, je n'ai pas de bordure et je dois reporter cette hauteur vers l'arrière. Pour plus de facilité, je prends 1 mètre au-dessus de ma bordure et je reporte ce point avec un niveau à eau vers le coin à l'arrière. Ce point se trouve donc 1 mètre plus haut que la bordure. Mais ici, dans le coin, je place la terrasse un peu plus haut afin que l'eau s'en écoule toujours. L'inclinaison est d'environ 1 cm par mètre. Je peux à présent tendre une corde de ce point vers la bordure et j'ai ainsi une référence pour remblayer le reste de mon stabilisé. Le stabilisé est à présent complété jusqu'à la bonne hauteur. Comme pour la première couche, je dame la couche en la faisant vibrer. Vous pouvez à nouveau choisir d'utiliser un dameur à main ou une plaque vibrante. Je veille à rester à une certaine distance du côté afin de ne pas pousser la bordure. Le béton est aussi utilisé, mais ceci est déconseillé sauf sur un support instable ou dans le cas d'une lourde sollicitation. Le béton est moins perméable à l'eau et peut causer des problèmes par temps de gel. Veillez donc à un bon écoulement, choisissez un béton drainant et travaillez aussi sec et aussi rugueux que possible. Avec le béton, vous avez aussi toujours besoin d'une couche de pause. Ce n'est pas du béton liquide, mais du béton sec. Il y a juste assez d'eau dedans pour faire agir le ciment. Il s'agit donc de béton à l'humidité naturelle et drainant. Cela signifie qu'il y a très peu de sable dedans et qu'il a aussi une composition spécifique de manière à garantir la perméabilité à l'eau.
Il vaut également mieux couvrir le béton avec un film plastique afin qu'il ne s'assèche pas. Surtout un jour comme aujourd'hui quand il fait très chaud. Il me reste encore à faire vibrer le béton. Attendez que tout le béton soit en place pour pouvoir tout faire vibrer en une fois. Ne travaillez donc pas en plusieurs couches. Faites-le aussi le plus rapidement possible après avoir posé le béton. Le béton a à présent suffisamment vibré, mais un film plastique est maintenant posé par-dessus. Cela évite que le béton s'assèche car il y a peu d'eau dedans. Et le ciment dans le béton a besoin de cette eau pour pouvoir durcir. Je laisse à présent le film 48 heures sur le béton jusqu'à ce qu'il ait pris suffisamment. Dès que vous avez terminé les fondations, vous pouvez commencer à carreler votre terrasse ou aller. La méthode de travail dépend du type de sol. Les clinkers, dalles de béton et pavés peuvent être placés aussitôt dans du sable stabilisé. J'éliminerai l'excédent de stabilisé par la suite avec une règle à lisser. Pour cela, je tends donc une corde à différents endroits, avec à chaque fois une distance plus courte que la longueur de ma règle à lisser. Pour déterminer la hauteur de cette corde, je place déjà un pavé ici. Le pavé arrive donc juste un peu plus haut que le dessus de ma bordure. De l'eau ne stagnera ainsi jamais sur la terrasse. Puis, je tends une corde de ce côté à l'autre côté. J'ai maintenant déterminé la hauteur ici avec ce pavé. De l'autre côté, j'ai placé un piquet supplémentaire au milieu. Dans le coin, nous avions déjà déterminé la hauteur avec le niveau à eau. Je tends une corde entre le coin et l'extérieur de la bordure. J'ai donc cette corde sur le côté court comme référence pour la hauteur de ma corde. Puis la corde vers l'autre côté, vers mon pavé. J'élimine à présent l'excédent de stabilisé. Ici et derrière moi le long de la corde et à l'avant au niveau de la bordure. Avec un pavé, vous formez une rigole en allant et venant jusqu'à ce que la corde soit juste sur le point de toucher le pavé. Vous pouvez le faire tranquillement en plusieurs fois, en plusieurs étapes. Et vous éliminez le surplus de stabilisé. Dans les rigoles que j'ai faites, je pose un bout de fer d'armature. Je replace le pavé dessus et je tapote dessus avec un marteau en caoutchouc jusqu'à ce qu'il se trouve à la bonne profondeur. Vous raclez maintenant le surplus de stabilisé avec une règle à lisser, donc une avec un avant étroit. Vous restez en contact avec les fers d'armature se trouvant dans les rigoles et vous tirez l'excédent de stabilisé vers l'arrière. Pour une portion étroite, vous pouvez travailler seul,
Mais ici, j'ai une longue règle à lisser, le voisin m'aide donc. Je rebouche encore les trous éventuels et les lisse avec un couteau à enduire. Si le tas de stabilisé derrière la règle devient trop gros, éliminez-le à temps avec la pelle. L'idéal consiste à faire un mouvement de gauche à droite et lentement vers l'arrière. La couche de pose en stabilisé est à présent prête. Il ne faut pas que le stabilisé soit dur. Le stabilisé n'a en effet pas été passé à la plaque vibrante. Nous commençons donc immédiatement à poser les pavés. J'utilise des pavés carrés de 15 sur 15 en béton. On peut les poser de deux manières différentes, soit en un appareil plein, soit en quinconce. Dans le cas de l'appareil en quinconce, vous pouvez encore choisir de les poser dans le sens de la longueur ou de la largeur. Je contrôle à chaque fois mes pavés. Ceux-ci présentent généralement un côté plus beau et un côté moins beau. Je place donc toujours le beau côté vers le haut. Vous pouvez déjà marcher sur les pavés, mais il vaut toujours mieux répartir un peu votre poids en posant une planche. Dès que vous avez posé votre stabilisé, vous pouvez placer directement vos clinkers sur le stabilisé. Mais pour une meilleure adhérence, vous pouvez toujours utiliser ce produit. Vous mettez ça à l'arrière de votre clinker. Et celui-ci, vous le placez le plus frais possible, directement sur le stabilisé, ce qui permet une adhérence parfaite. Vous ne pouvez pas placer des dalles en céramique ou en pierre naturelle de cette manière. Ici, vous placez d'abord une couche de pose en guise de chape sur votre stabilisé. Dès qu'elle est sèche, vous pouvez fixer votre dalle avec de la colle. La dalle peut aussi être placée dans le mortier quand vous avez une pièce irrégulière. Vous pouvez mieux compenser cette différence avec du mortier. Lors de l'encollage des dalles, vous devez utiliser une colle flexible et il vaut mieux appliquer le système du double encollage. Ceci signifie que vous encollez à la fois le support et les dalles. Ceci améliore l'adhérence. L'encollage ou la pose de mortier se fait avec un peigne à colle. Lors de la pose, vous gardez un joint d'environ 1 cm. Et pour garder cette largeur constante, il est pratique d'avoir sous la main quelques petites lattes de distance. Sur la première rangée, vous les utilisez pour chaque dalle que vous déposez. Ainsi, vous pouvez utiliser cette rangée comme ligne directrice pour les rangées suivantes. À chaque fois que vous commencez une nouvelle rangée, vous pouvez encoller d'abord la première et la dernière dalle.
En tendant une corde le long de ces deux dalles, vous pouvez placer toutes les dalles de la rangée sur une ligne droite de façon automatique et à la bonne hauteur. En posant chaque dalle ajustée à la dalle précédente, vous ne devez plus contrôler la largeur de joint. Vous procédez de la même manière pour la pose dans le mortier. La dernière étape de votre terrasse est le jointement. Lors du choix du bon produit de jointoiement, vous avez un certain nombre d'options. Vous pouvez opter pour du sable, par exemple du sable du Rhin, convenant surtout pour les petits joints. Pour les joints de plus de 30 mm, vous utilisez un sable polymère. Le sable est facile à poser, mais comme pour tout produit de jointoiement, il faut le faire par temps sec. Vous répartissez le sable entre vos joints avec une raclette ou une brosse, puis vous faites vibrer avec un marteau ou une dameuse et vous remplissez éventuellement encore. Vous éliminez l'excédent de sable avec une brosse ou un souffleur. Dans le cas de sable polymère, la dernière étape consistera à garder tout humide pendant 30 minutes, puis à bien rincer. Le sable polymère est sec après 24 heures. Il est particulièrement résistant à l'usure et aux mauvaises herbes, deux qualités qui font défaut au sable ordinaire. Outre le sable, vous pouvez aussi rejointoyer les joints de plus de 30 mm avec du ciment ou des produits prêts à l'emploi à base de ciment. Ils peuvent supporter plus de poids et conviennent donc mieux pour votre allée. Ils existent en une variante sèche pouvant être utilisée pour les joints plus larges ou en une variante mouillée. Dans le cas du ciment de jointoiement coulant, vous mouillerez d'abord votre terrasse ou allée. Ensuite, vous répartissez le produit de jointoiement dans les joints avec une raclette. Vous travaillez la variante sèche comme le sable. Vous l'étalez d'abord avec une brosse ou une raclette. Au lieu de vibrer, vous la comprimez avec un fer à joint. Puis vous Après un temps de séchage d'1/4 d'heure, vous brossez prudemment le sable excédentaire en diagonale.